Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1163 de One Piece. Un chapitre qui m'a paru un peu bordélique. Je pense que c'est le bon mot. C'est un peu le bordel là sur Agot Valley. Je crois que c'est ça le nom du lieu où ils sont, où ils ont organisé le jeu et tout ça. Donc du coup, Rock fait face à Saturne qui s'est transformé avec les pouvoirs de Imu. Donc c'est forcément les pouvoirs de Imu parce que dans ce chapitre-là, Imu a comme pris possession du corps de Saturne. Donc quelques petits indices sur ce qui pourrait être son pouvoir et sur son fonctionnement. Un peu cheaté le côté je te touche, je peux te transformer en méchant, tu obéis à mes ordres. Mais bon, on verra comment est-ce que Oda va développer ça. Du coup, voilà donc ce que j'ai pensé du chapitre, pour être honnête. Bah, j'aimerais bien, dans ma review précédente, je parlais du fait que Roger et Dragon pourraient peut-être se croiser. J'aimerais bien que ça arrive, pour être honnête, que Shanks atterrisse sur le bateau de Roger parce que Dragon l'y a déposé et que c'est sa rencontre avec Roger qui a déclenché chez Dragon l'envie de devenir révolutionnaire. Parce que là, on voit dans ce chapitre que Dragon, lorsqu'il s'enfuit, il arrive au bout d'un moment vers un navire de la marine et il dit ah, ils pourront aider cet enfant. Donc il croit encore à la marine à cet instant. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose, que Dragon soit témoin d'un événement, peut-être une intervention de Imu. Quoique Dragon, il avait pas l'air de savoir qu'Imu existait quand Sabo lui en a parlé lorsqu'ils se sont retrouvés. En vrai, je sais pas. Mais voilà, la rencontre Roger-Dragon, j'aimerais qu'elle se passe, parce que c'est deux protagonistes de l'histoire qui sont deux personnages très importants de l'univers de One Piece. Et donc du coup, les connecter, je pense que ce serait intéressant. Il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder dans cette vidéo, donc j'ai noté sur une feuille les points que je vais aborder. Et donc du coup, allez, c'est parti, let's go. Premièrement, j'aimerais vous dire, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté les cartes à collectionner One Piece. Il y a presque un an et demi peut-être, il y a des cartes à collectionner One Piece qui sont sorties. Et samedi soir, je me suis fait plaisir, je me suis pris des cartes à jouer One Piece. Je vais pas apprendre à jouer au jeu, je les achète pour la collection. En plus de ça, je suis sûr qu'elles vont prendre de la valeur. Donc s'il y a des mecs qui un peu opportunistes qui veulent se faire des sous, je vous conseille d'acheter des cartes One Piece. Je pense qu'elles vont prendre de la valeur. Donc voilà. Donc, premier point, alors Imu parle de construire un monde. Donc, du coup, qu'est-ce que ça engage? Alors, il y a de fortes chances pour que Imu ait vécu durant le siècle oublié, qu'elle ait fait sa place et son gouvernement secret des doyens, des dragons célestes, tout ça, à la fin de la bataille qu'il a opposée à Joy Boy. Et donc, du coup, elle veut construire un monde. Mais c'est quoi ses intentions? Quel monde elle veut construire? Parce que Imu, moi je crois que c'est une fille, hein. Imu reste dans le secret. Elle est pas, c'est pas une figure publique. Elle n'est pas connue par les membres de la marine. Elle est connue que par les plus hautes instances du gouvernement mondial. Et elle veut construire un monde. Alors, qu'est-ce qu'elle veut construire comme monde? Un monde qui serait 100% pur, un monde où il n'y aurait pas des détracteurs, un monde où l'ordre de Imu régnerait, un monde qui serait complètement sous son joug. Reste à voir, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations. J'aimerais bien avoir un peu plus d'informations. Donc du coup, ouais, Imu, j'espère que ça va être un personnage qui aura vraiment un aspect mental, une psychologie assez développée, un peu comme les méchants charismatiques, genre Crocodile de Flamingo. Il y a quel autre méchant charismatique en vrai dans One Piece que j'ai bien aimé? Là, je vois que de Flamingo et Crocodile qui ont été bien écrits. Les autres méchants aussi sont bien écrits, mais ils ont pas le côté badass. Donc Imu, qui a des ambitions pour ce monde, qui nécessite qu'elle impose par la force sa vision. Et quelle est sa vision? Comment est-ce qu'elle conçoit la vie? C'est ça la question que je me suis posée. Et du coup, j'espère que Oda répondra à ces questions lorsque Imu sera plus développé, potentiellement dans de futurs chapitres. Ensuite, Rox subit les pouvoirs de Imu. Donc j'ai pas trop su comment écrire, j'ai cherché un verbe pour définir, il se fait chétaniser par Imu. En fait, elle lui fait traverser des excroissances de... Moi je pense que c'est du sang. Je pense que c'est du sang. Mais je reviendrai un peu plus tard. Du coup, Rox va devenir, c'est sûrement se connecter à ce qui va se passer à la ruche, hein. En fait, c'est Imu qui a provoqué l'envie de meurtre de Rox, hein. Elle veut que Rox tue sa femme et son fils. Donc, on le sait, il va pas réussir à tuer Barbe Noire, ça c'est sûr. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Rox, en fait, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est qu'elle le touche, elle le transperce et elle le fait devenir méchant sous ses ordres, elle le démonise
un peu trop facilement, et j'avoue que je suis un peu déçu, j'aurais préféré que ce soit quelque chose de plus, genre un kidnapping de Garling, plutôt qu'une folie meurtrière déclenchée par Imo. Après, ce serait peut-être inspiré de l'histoire d'Hercule. Hercule, je crois, il a tué sa femme, le héros de la mythologie, Héraclès, a tué sa femme et son enfant, je crois, en ayant été rendu fou par les dieux. Et donc, du coup, c'est peut-être inspiré de ça, ce petit passage avec Rox, parce que, en gros, Rox va devenir une menace trop importante pour que le God Roger et Garp l'ignorent et n'interviennent pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça soulève encore plus de questions, en fait, et c'est ça que j'aime bien. Quelque chose qu'on pensait avoir acquis, c'est-à-dire on sait que Rock va être battu par Garp et par Roger, qui se seront alliés pour l'arrêter. On sait que c'est arrivé, mais on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Et c'est vraiment sur le pourquoi que moi je m'interroge. Et j'aime beaucoup la tournure que prend un peu l'histoire, même si je trouve que le pouvoir de Imu c'est trop facile. Je le trouve intéressant sur le principe, mais sur le fonctionnement, je trouve que c'est trop facile. Ensuite, on voit petit à petit dans ce chapitre que même si on avait déjà des prémices de ça, comme quoi l'équipage du Rock, c'était pas un équipage uni comme peut l'être l'équipage de Luffy, l'équipage de Law ou même l'équipage de Kid, on voit que Rox, il a vraiment c'est des opportunistes qui se sont réunis et justement il y en a un qui essaye de voler les trésors et de partir avec des hommes à lui de l'île. Et du coup, moi je pense que ce qui va se passer après God Valley, c'est que quand Rox va quitter l'île, l'équipage va pas le suivre. Lilin, Kaido, Shiki, John et le mec qui fait le raid Sky Snake raid Canon, là le mec qui tire sur John, ils vont déjà se séparer maintenant. Je pense qu'ils vont se séparer après ce jeu-là. Je pense pas qu'ils vont retourner à la ruche, se disputer, puis se séparer parce que Rox il va être possédé par Imu, il va avoir envie de tuer sa femme et son fils. Peut-être que Roger va l'arrêter par fraternité, entre guillemets, un peu par empathie, tout simplement, il va se dire, ah non, Rock a changé, je l'ai connu, il n'était pas comme ça, jamais il ferait du mal à sa famille, on l'a forcé, il faut l'arrêter, Garp aide-moi. Peut-être qu'il va y avoir une petite discussion entre Garp et Roger, et peut-être Dragon, peut-être que Garp, il va participer un peu à la sécession de Dragon avec le gouvernement mondial. On verra bien. Moi, je suis surtout curieux de ça. Dragon, il a été montré dans ce flashback. Et j'espère que on va pas négliger l'aspect psychologique de Dragon. Pourquoi est-ce qu'il est devenu révolutionnaire? J'espère qu'on va y répondre dans ce flashback. Et voilà, donc je pense que l'équipage de Rock va se dissoudre parce qu'il y a déjà des disparités, il y a déjà de l'individualisme. C'était déjà là c'est Lilin et Kaido qui se disputent parce que Kaido il a mangé le fruit du démon, donc Lilin elle veut une concession pour ce volage de fruits fait à l'arrache. Et donc du coup je pense que l'équipage de Rock va se séparer sur God Valley et que Rock va retourner à la ruche lui, tout seul. Ensuite qu'est-ce qui va l'amener à la ruche? Peut-être que Imu va lui donner des ordres encore plus précis, genre tue tous les pirates. Peut-être que Imu va faire de Rock un peu un méchant, en mode tue tous ceux qui me dérangent. Parce que là, du coup, elle a chopé quand même un mec assez costaud, hein. On le voit bien depuis le début de ce chapitre, il a quand même coupé l'île en deux, même si je trouvais que c'était Dragon Ballesque et que ça avait pas sa place dans One Piece, bah ça arrivait dans One Piece, donc faut le prendre en compte. Rock est très puissant. Et est-ce qu'on va revoir, comment il s'appelle déjà le roi le père d'Ajroudine, le père de Loki. Je crois que c'est. Attendez, j'ai regardé. Harald. Parce que ce flashback, il a quand même commencé avec Harald, qui nous racontait, enfin, du point de vue de Loki, sa relation avec son père, tout ça. Ça parlait des géants à la base, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc, est-ce qu'on va avoir un retour d'Harald, le père de Loki et le père d'Ajroudine, qui aiderait Roger et Garp à arrêter Rock dans sa folie meurtrière provoquée par Imu? On verra bien, on verra bien. Ensuite, Saint-Saturne, comme je le disais un peu plus tôt dans la review, Saint-Saturne ne s'est pas seulement transformé, Imu agit à travers lui. Donc moi, pour être honnête, je pense que c'est un délire avec le sang. Je pense que c'est le fruit du sang, tout ça. Que le maléfice de tu deviens méchant, le fait que Sanji et les autres, quand ils essaient d'aider Jewelry, ne pouvaient pas bouger, le fait, les transformations un peu démoniaques, je pense que tout ça c'est lié au sang et que c'est extrapolé, c'est pas seulement le sang, le paramécia du sang, c'est un peu le paramécia de la démonologie. Et donc du coup, je pense qu'il y a un délire comme quoi Imu a donné son sang
au doyen pour qu'il puisse, un peu comme le Green Blood, mais que ce soit une sorte de pacte avec Imu qui a été fait au-delà du livre, que tous les trucs qui auraient fait un pacte avec Imu, qui se seraient liés avec Imu, puissent utiliser son pouvoir. Voilà, c'est ce que je pense. Je peux pas plus développer que ça parce que j'ai pas plus d'indices que ça. Mais mon instinct me dit, Riyad, c'est le fruit du sang. Dis-toi que dans One Piece, hein, tout s'explique par les fruits du démon. Je pense pas que c'est un nouveau pouvoir qui n'a rien à voir avec les fruits du démon ou le haki. Je pense que c'est le fruit du sang poussé à son extrême maîtrise et peut-être avec un mélange d'haki. Voilà. Donc ensuite, on voit que Imu attaque les soldats de la marine. Donc ça montre bien qu'elle elle veut construire un monde, mais on dirait qu'elle veut un monde où seulement elle serait là, où seulement ceux qu'elle aurait validés puissent exister. Et donc du coup, ouais, je trouvais ça pas nécessaire en réalité. Saturne, à l'arc Punkazar, non pas Punkazar, à l'arc Egghead, il avait déjà montré, oui, tels soldats qui ont pas qui sont pas assez gradés, venez pas vers là parce que je vais montrer ma véritable apparence qui doit être connue que par les plus hautes instances du gouvernement mondial et de la marine. Saturne avait un peu un côté un peu plus politique. Et Mou, elle s'en débarrasse un peu comme si c'était des insectes qui la dérangeaient. Et donc du coup, je trouve ça dommage en réalité. On a vu plein de fois dans One Piece des méchants qui hésitent pas à sacrifier leurs propres membres d'équipage pour asseoir leur dominance dans la bataille. On l'a vu récemment avec Queen à l'arc Wano Kuni. Je veux dire, ce côté-là des méchants, ça commence à devenir un peu cliché. Il est méchant, donc il respecte pas ses hommes. Elle aurait pu donner l'ordre, les soldats de la marine, dégagez d'ici, je m'occupe de moi-même. Tu vois, enfin après, elle préserve son existence. Alors du coup, ouais, c'est vrai que les soldats de la marine ont été témoins de son existence. Elle veut la garder secrète. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle veut la garder secrète? Parce que du coup, les dragons célestes, ils sont pas secrets, ils sont le tribut, tout ça. Je commence à soulever des questions un peu sur le monde de Oda, là. Pourquoi Imu n'a pas envie d'être connu des mortels? C'est la question que je me pose et j'ai pas la réponse, j'ai pas d'hypothèse, parce que ce serait vraiment un délire psychologique. Peut-être parce que oui, à la période du siècle oublié, elle a fait des saleries, elle a fait des dingueries, elle a fait du sale, et donc du coup elle veut pas être reconnue parce qu'elle a fait du mal, et elle a conscience qu'elle a fait du mal, et donc du coup elle préfère rester dans le secret pour asseoir son pouvoir et sa dominance sur le monde. Voilà, donc ensuite, Imu reconnaît David Jones dans Rock Dick Zebek, dans comment c'était David Dick Zebek. Et donc du coup, cette promesse que Jones a fait, a fait évoquée par Rock, hein, donc j'aime pas trop quand Oda fait ça. Quand il évoque juste les choses, genre en mode ouais, je dis ça, en fait, il faut que je fasse ça pour, tu sais, le mec qu'on connaît tous les deux. Tu vois, c'est les petits sous-entendus qui vont donner envie en fait de lire le prochain chapitre parce que c'est vrai que s'il donnait toutes les réponses immédiatement, il n'y aurait pas ce jeu de savoir ce qui va se passer, il n'y aurait pas ce jeu d'hypothèses, de théories et ça nous donnerait les réponses trop vite. C'est vrai, ce serait un peu dommage. Mais en fait, plus on avance dans l'histoire, plus Oda il révèle des choses, en même temps il sous-entend des choses qu'il n'a pas encore révélées. Et du coup, je sais pas s'il est vraiment dans son épilogue pour le moment. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une pré-épilogue. Et donc du coup, David Jones a fait une promesse, donc sûrement qu'il doit hériter son clan, le clan des Jones. Et donc du coup, peut-être que Barbe Noire a hérité de cette promesse-là aussi. Mais quelle est cette promesse? Peut-être venger la mort de Joy Boy. Je fais une théorie comme ça, what the fuck. Peut-être que David Jones a promis de venger la mort de Joy Boy. Et donc, du coup, il s'est transmis de famille en famille. Il faut abattre le gouvernement mondial pour la mémoire de Joy Boy. Voilà. Ensuite, dans ce chapitre-là, donc je me posais la question dans mes reviews précédentes, pourquoi est-ce que Garp valide ce qui se passe sur Agot Valley? Ben, en fait, il ne le valide pas. Il n'est pas spécialement d'accord avec, mais il n'agit pas non plus contre, jusqu'à ce qu'il voit le doyen dans sa forme démoniaque et qu'il décide d'attaquer avec Roger, Rock, Barbe Blanche, Kaido, Liline. Ils font tous une grosse attaque qui s'entrechoquent, qui émet une sorte de haki des rois. Enfin, je sais pas si c'est Imu qui émet ce haki des rois ou si c'est la grosse attaque de tout le monde réuni qui émet un haki des rois qui assomme les personnes pas assez puissantes. Mais du coup, Garp, en voyant le doyen dans sa forme démoniaque, bah, il décide de s'en prendre à lui. Et donc, du coup, ça veut dire que Garp, il n'est pas spécialement 100% du côté du gouvernement mondial. Ça m'étonne pas du personnage, mais du coup, pourquoi il est resté marine? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu révolutionnaire avec son fils?
C'est un peu cette question-là à laquelle il faut que Oda réponde. Pourquoi est-ce que Dragon est devenu révolutionnaire, tandis que Garp est resté un soldat de la marine? Même s'il a rejoint le SMORD plus tard, c'est-à-dire il a remis sa démission, et s'il fait un truc qui arrange pas le gouvernement mondial accepte sa démission, et dit, ah, c'est pas nous, c'est lui. Voilà, donc du coup, ça m'a fait plaisir de voir Garp un peu s'opposer au gouvernement mondial. Je me suis dit, ah ouais, Garp, t'as de l'humanité. T'es pas juste un type. En fait, je pense que c'est plus compliqué. C'est un peu, oui, c'est changer le système en étant un rouage plutôt qu'en essayant de désassembler tous les rouages. Voilà. Et donc, du coup, le dernier point que je voulais aborder, j'ai déjà un peu abordé dans cette vidéo, c'est que je pense que David Jones et Joy Boy se sont connus durant le siècle oublié. Est-ce que c'était pas un peu des frères d'armes? Est-ce que David Jones et Joy Boy, alors le siècle oublié c'est un siècle entier, est-ce que Joy Boy n'a pas transmis à David Jones sa volonté? Je sais pas, je sens que les personnages sont liés, ce qui apporterait à Barbe Noire et à Luffy un côté encore plus lié à travers l'héritage. L'héritage, Barbe Noire descendant des Jones, des Devi, Luffy réincarnation de Nikanomi, même si je trouve ça un peu pourri. En vérité, oui, Luffy est la réincarnation d'un ancien dieu qui s'est battu. J'aime pas ça, les Japonais, ils aiment bien un peu cette symbolique. Mais je trouve que Luffy, il avait pas. Pour rendre Luffy classe, c'était pas nécessaire en fait. Même si, oui, voilà, c'est ce que je me disais quand j'ai fait samedi soir, quand j'ai fait mon petit live discussion. Je disais que j'aimais bien un peu le design du Gear 5, et c'est vrai, j'aime bien le design du Gear 5, mais c'est juste qu'en fait Oda, je trouve pas spécialement tout son pertinent. Des fois, il y a des moments classe quand Luffy modifie son environnement pour faire une grosse attaque, mais des fois, il y a des moments, bah, les moments cartoonesques, que je suis pas spécialement fan, parce que justement, ce que je me disais avant de faire cette review, c'était si, alors que Sean Body, quand Luffy voit que je crois que c'est Octo, en tout cas, il s'est passé une dinguerie à la vente des esclaves, donc Luffy va frapper le dragon céleste. Si Oda il avait fait de l'humour avec cette scène, ça aurait enlevé tout le côté badass et puissant de la scène. Et donc du coup, j'avoue que rendre les combats de Luffy cartoonesques, ça tue le côté badass qui se mettait en place avec Doflamingo et Katekuri. Ça n'avait pas empêché Oda de toujours faire un peu de l'humour, comme le combat contre Crackers, hein, le premier fils de Big Mom qui a mangé le fruit des biscuits. Et donc du coup, Oda peut combiner le badass et l'humour, mais c'est juste que remplacer le badass par de l'humour, c'est un peu dommage. Il faut des deux, en fait. Il faut des côtés badass et il faut des côtés drôles. C'est ça le charme de One Piece. C'est que c'est badass et drôle en même temps. Pas en même temps, mais enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est à la fois, les moments badass sont puissants et les moments drôles sont drôles. Et c'est ça que Oda doit pas perdre. Donc voilà, donc à part cette petite hypothèse comme quoi Boy et David Jones seraient liés, peut-être que David Jones était un membre de l'équipage de Boy, qu'il a participé à la guerre qu'il y a eu lors du siècle oublié, que lui il est survécu, que Boy n'est pas survécu, et que David Jones s'est répandu la mentalité des pirates à travers le monde, et peut-être même que c'est David Jones, et là c'est une hypothèse que je viens d'avoir, peut-être que c'est David Jones qui a placé les poneglyphes. Je crois que ça, avec l'aide de Nefertari, dit. Lily, je crois que c'était ça son blaze, la- l'ancêtre de Vivi hein, qui portait le dé. Enfin bref, voilà. Donc du coup, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un abonné qui, dans ma review précédente, a partagé l'hypothèse comme quoi il pensait que Shanks allait sauver dans le présent, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'arc d'Airbaf, le combat Airbaf contre les Chevaliers Divins, que Shanks va intervenir pour aider Luffy. Je trouverais ça pertinent parce qu'il faut, au bout d'un moment, il faut que Luffy et Shanks se rencontrent et qu'ils discutent parce qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit des ennemis. J'ai pas trop aimé ce côté où Shanks il va voir Bartolomeo en mode ouais, tu m'as manqué de respect, je te montre que je suis un pirate. Patati patata, il aurait pu discuter avec lui, il aurait pu lui dire, ah, tu sais, je suis pote avec Luffy, hein, je le connais, hein, c'est mon Scrab Luffy. Donc du coup, c'était pas nécessaire de faire ça. Et enfin bref, après voilà, Shanks, il faut aussi des moments où il est badass, je suis d'accord. Parce que du coup, Shanks, il joue avec un handicap dans le monde de la piraterie. Il s'allie avec des pirates qui sont pas spécialement forts bah, pour les protéger en réalité. Voilà. Donc j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. Donc du coup, là je suis content. Là je suis à jour pour la review. Manque plus qu'à faire le montage. Bref, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos hypothèses, hein. On n'est pas beaucoup sur la chaîne, donc du coup je peux tous les lire, c'est ça qui est intéressant. Mais bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai pas plus d'hypothèses. Pour les cartes, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo présentation de la collection quand j'aurai trié les cartes que je veux garder, des cartes que je veux pas garder. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce qui va se passer au prochain chapitre? Ben, du coup, un Rock d'Ixebec complètement matrixé par Imu qui va essayer de tuer sa famille
et qui va sûrement s'attirer les problèmes de son équipage. Est-ce que Rock va réussir à sortir de l'emprise de Imu? Parce que c'est peut-être possible que la volonté de Rock soit plus forte que le pouvoir de Imu, hein, ça, ce serait pas étonnant. Enfin bref, hâte de lire la suite, pour être tout à fait honnête. Je veux savoir comment se conclut cet arc de flashback de God Valley. Et sur ce, on va s'arrêter là. C'était Rager, je vous remercie. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!